Mais Aujourd'hui, il y a avec la Constitution qui chapeaute tout. Mais la Constitution, est-ce que la Constitution d'aujourd'hui vous empêche de payer les gens à temps? Est-ce que la Constitution d'aujourd'hui vous empêche de pouvoir protéger cette République qui est les frontières de la République? Est-ce que la Constitution actuelle, comme je viens de dire, vous empêche de vivre dans cette insalubrité? Est-ce que la Constitution actuelle vous empêche d'avoir une justice équitable qui punit est-ce que les non-paiements, est-ce que les non-assainissements sont dus à cause de la Constitution? Donc, on peut faire le changement de la Constitution et chercher l'argent pour payer les agents. En même temps. Là, je reviens encore sur mon point. En quoi ces textes-là vous gênent pour pouvoir travailler? En quoi le changement de ces textes gêne les gens puisqu'ils ne sont pas payés? Le changement de ces textes ouvre la porte à ce que les articles, je parle bien du changement, les articles tels que l'article 220, qui est un article verrouillé, tombe caduque et tombe à l'eau. Non, l'article 220 verrouille d'autres articles, mais lui-même n'est pas verrouillé. On peut toujours le changer. Lui-même, il n'y a pas de garde-fou pour que lui ne soit pas retouché. Alors bonjour vous tous qui nous suivez de partout sur Makolo Digital Radio-Télévision qui émet depuis New York City avec votre serviteur de tout le temps Don Kayembe. Don Kayembe va vous entretenir aujourd'hui dans une émission intitulée Analyse et décryptage de l'actualité africaine, congolaise et de sa diaspora. Aujourd'hui, ensemble avec mon invité qui n'est pas à présenter, M. Dominique Kabongo depuis Toronto au Canada. Ce dernier est politicologue et analyse politique. Ensemble avec lui, nous allons parler de la situation en République démocratique du Congo, comme vous le savez. Notre sujet du jour est intitulé « La rétro des grands événements de l'année 2024 en République démocratique du Congo ». Au premier point, nous avons constaté ensemble qu'il y avait la prestation de serment marquant le second et dernier mandat selon la constitution en vigueur en République démocratique du Congo du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un deuxième point, c'est la perpétuité de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est le second point que nous allons relever. Cette guerre en filigrane a comme l'ombre ou les enjeux de Corneille Nangaa avec son alliance du fleuve Congo AFC en sigle, qui, dans la foulée, le président Félix Antoine Tshisekedi a dit que AFC, c'est Joseph Kabila. Dans le même ordre, nous avons constaté que la liste des opposants allant en dehors du pays s'allonge, en commençant par Franco Diongo et aussi l'ancien président de la CENI, Ngoyi Mulunda, qui sont tous officiellement des réfugiés en dehors de notre pays. À ces deux opposants s'ajoutent Moïse Katumbi et Joseph Kabila, qui à ces jours sont également en dehors du pays, mais nous ne savons pas en quelle qualité est-ce qu'ils sont réfugiés ou bien ils sont en mission. Au troisième point, nous allons parler aussi de la création du gouvernement 4 à 5 mois après la prestation du serment de Félix Tshisekedi, là avec une nouveauté, une femme comme Premier ministre et chef du gouvernement, un événement qui ne s'est jamais fait en République démocratique du Congo depuis que le Congo est Congo. Au quatrième point, nous parlerons de la modification et du changement de la constitution en République démocratique du Congo, un sujet qui s'est invité au débat politique déjà saturé avec des événements qui s'échelonnent. Et en dernier point, nous parlerons de l'échec ou des échecs des négociations de Luanda afin de finir une fois pour toutes avec la guerre de prédation de Paul Kagame en République démocratique du Congo. Et aussi, il y avait cet échec de
Nairobi, où ils sont en train de chercher à mettre les belligérants ensemble. Bonjour, monsieur Dominique Kabongo. Bonjour, Monsieur Don Kayembe. Bonjour à nos auditeurs de la VDC. Je souhaite à tout le monde d'abord mes meilleurs vœux, les plus chaleureux. Nous sommes en train de clôturer une année particulièrement difficile au regard de tous les challenges qui se sont posés non seulement par rapport à la République démocratique du Congo, notre pays, mais de manière globale aussi. Il faut dire que les choses, le monde bouge et pas nécessairement dans le bon sens. Et on espère seulement que 2025 sera beaucoup plus l'année de la raison, où on va commencer à voir la raison primer au-dessus de la voyoucratie, si je peux appeler ça comme ça. Oui, eh ben, un mot très dur. Parlons maintenant de ces événements, monsieur Dominique Kabongo. J'ai échelonné, j'ai égrené les événements qui ont marqué la politique en République démocratique du Congo. Quels sont, parmi les 5 éléments que j'ai énumérés, quel est ou quels sont les éléments qui ont attiré ton attention ou votre attention? Oh, mais moi, je pense que tous sont très importants. Euh, euh, mais celui qui évidemment, qui me préoccupe plus que d'autres, ce serait l'insécurité, donc la guerre perpétuelle euh, qui secoue notre pays parce que à l'ouest du pays, on semble avoir un certain calme, mais quand vous regardez à l'est du pays, c'est la désolation qui fait son bon cours. Ça fait une trentaine d'années et certainement ça secoue le pays. Vous imaginez les populations qui ont été soumises à une guerre perpétuelle qui dure depuis 30 ans, quel genre de catastrophe psychologique, économique, financière, humaine, ça peut créer sur non seulement le direct qui sont ceux qui subissent, mais les générations à venir. Donc c'est vraiment un sérieux problème. Tous les autres points sont aussi tout aussi importants. Je pense que le déroulement des élections a été catastrophique. Permettez-moi encore un autre mot dur. C'est qu'il a créé un précédent pour la suite, que le gouvernement ne fonctionne toujours pas comme il devait fonctionner. Bon, Allons étape par étape. oui, Allons étape par étape. Donc, nous parlons ici, pour vous d'abord, c'est la sécurité qui était le plus marquant, bien que les autres sont très importants à votre égard tout à aussi. fait. Tout à fait. Maintenant, allons étape par étape. La prestation de serment du président Félix Tshisekedi au mois de janvier. Donc, ceci a marqué le second quinquennat de son mandat. Un événement qui a été marqué à plus de 73% de la confiance lui accordée par le peuple congolais. Qu'est-ce que cela traduit politiquement? Donc, les gens étaient contents de ce qu'il a fait. Et on lui a donné maintenant cette confiance pour parachever ce qu'il a commencé, et puisqu'il a été beaucoup plus embêté par le FCC PPRD au début de son mandat. Alors les gens ont cru que le temps n'était pas suffisant, il faut lui accorder assez du temps. Qu'est-ce que vous en dites? Non, pour moi, de toutes les façons, qu'il ait gagné avec 73% ou 50%, je savais qu'en fait, par acquis, les présidents ont toujours leur deuxième mandat. Mais ce qui ne se traduit pas, c'est que la confiance qui a été relevée à 73% aux urnes devait lui donner ce qu'on appelle un landscape, donc vraiment un boulevard ouvert pour pouvoir vraiment être en mesure d'implémenter sa politique, sa vision politique du monde. Mais au regard de ce qui se passe, on voit que c'est difficile de pouvoir mettre en œuvre sa politique. Donc les mêmes difficultés qui se présentaient au premier mandat se répètent. Et alors c'est à se poser des questions si les mêmes causes
produisent les mêmes effets. Les mêmes Oui. causes produisent les mêmes effets, puisque Paul Kagame les gêne, puisque si on les laissait tranquilles, vous savez, il a commencé avec un élan que tout le monde a apprécié, avec le développement de 145 territoires. Alors, à un certain moment, il a demandé qu'on arrête de financer pour vraiment mettre de moyens euh, nécessaires à ce que les FARDC puissent mener cette guerre à bon escient. Et les deux dernières semaines, ça s'est senti hein, qu'ils sont vraiment, ils ont le vent en poupe. Moi, le problème que j'ai, en fait, par rapport à la guerre, je le dis souvent et je répète encore aujourd'hui, le problème, la guerre de l'Est, n'a pas sa solution dans la militarisation. La guerre de l'Est est essentiellement politique. Mais la diplomatie a montré ses limites quand même. Non, la politique ne montre pas ses limites. La diplomatie. Je peux rebondir en disant la militarisation montre aussi ses limites. Parce que euh, le problème en soi reste qu'il y a une politique qui vient d'où nous sommes, vous et moi ici, on peut dire occidentale, qui a pour objectif de pouvoir déstabiliser la RDC en passant par les, les États proxy. Donc ici, on cite précisément le Rwanda et l'Ouganda. Ce sont les deux éléments. Nous avons 9 voisins. Ce sont les deux belligérants qui sont des éternels insatisfaits. Donc, le problème, moi, je pense, oui, il se situe où il devrait avoir une meilleure articulation de cette problématique et par conséquent c'est-à-dire remettre les parrains de cette sale guerre, puisque il y a beaucoup de gens qui meurent et de manière injuste devant leurs responsabilités. Je ne souhaite pas qu'on s'attarde à poncer des plaies, parce que vous l'avez dit, si ça fait 30 ans que ça dure, on ponce des plaies, mais à fur et à mesure, ça saigne à nouveau. Donc il faudrait qu'on aille à la cause du problème. Le problème étant que il y a une politique qui est mise en place précisément anglo-saxonne, conduite par les démocrates qui quittent le pouvoir d'ailleurs chez vous, qui ont chez nous objet chez de nous démanteler la RDC. Chez nous Chez vous aux États-Unis. Non, pas chez nous. Enfin, Okay. c'est les anglo-saxons, la famille anglo-saxonne est diverse, mais principalement pilotée par les Écoute, démocrates. ce que moi je voulais parler, c'est chercher d'abord à circonscrire sur le mandat du président Félix Tshisekedi, avec la confiance lui renouvelée par le peuple congolais, puisqu'il a dit qu'il faudrait maintenant chercher à sauvegarder les acquis. Et les gens ont dit oui, vous étiez sur la bonne pente, alors voilà encore le deuxième mandat. Et quand il commence, les jaloux ne veulent pas que le Congo démarre. Est-ce qu'on peut mettre ça dans la bonne foi que cet homme de Félix Tshisekedi est vraiment patriote? Il veut le développement de son pays, mais les mauvaises intentions de l'Occident comme de leur proxy fait que les histoires ne marchent pas. Non, quand on est président, en partie oui, mais quand on est président, il faut trouver des solutions. Et c'est C'est ce pour qu'ils ça essaient de qu'il a faire. été élu. C'est ce qu'ils essaient de Donc, faire. si je ne voudrais pas le sentiment de comprendre qu'il y a une volonté, soit un aveu d'échec. Non. C'est-à-dire, les Congolais cherchent des solutions. Il a été élu, il est président de la République et il faut qu'il trouve des solutions. Absolument. Donc, le reste importe peu. Mais certainement, pour nous, les Congolais, nous avons besoin de solutions et les gens se tournent vers lui parce que c'est le premier VRP qui doit trouver des solutions. Alors, mais que dire de l'AFC de Corneille Nangaa? Ils sont venus avec trop de bruit. Il y a eu des mouvements de partout et surtout au pays où la plupart des gens, ce qui a fait que Kabila soit cité dans cette histoire, puisque beaucoup de membres de PPRD AFC sont allés joindre Nanga. Nanga qui se faisait passer pour
comment est-ce qu'on l'appelle encore, un membre de la société civile de l'Église pour gérer la CENI, ensemble avec Ngoyi Mulunda, qui est un pasteur qui a été libéré l'année dernière, et subitement, ils sont tous dans les collimateurs de la rébellion. Qu'est-ce qu'il y a? Non, Ce sont des non, loups qui étaient vêtus de peau de mouton, quoi. oh, ce sont des pauvres déguisés en moutons. Non, bah écoutez, vous savez, l'agenda de Nanga, est comme vous dites, il s'est métamorphosé d'un acteur de la société civile en chef rebelle. Euh, bon, j'espère qu'un jour il pourra expliquer qu'est-ce qui justifie réellement cette métamorphose. Moi, je pense tout simplement que euh, c'est du déjà vu, déjà vécu. Je crois que l'AFC ne prend pas d'élan, il bat de l'aile parce que les Congolais ont déjà vu ce film avant et ils ne sont pas, peu importe les difficultés que nous sommes en train de connaître, nous n'allons pas nous jeter dans la gueule du loup parce que il y a un ras-le-bol peut-être à Kinshasa parce que les choses ne vont pas. L'AFC, moi, je suis en record l'ayant dit déjà que le M23, c'est le bras séculier du Rwanda. Euh, le M23 faisant partie de l'AFC, par sa partie intégrale, au moins du côté militaire. Donc, c'est encore un autre vecteur déstabilisateur qui est mis en place pour déstabiliser la RDC. Souvenez-vous, si les gens, je prends un témoin, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, je me permets de les citer, Moïno Zangui avait lâché quelque chose qui était suffisamment révélateur, un lapsus. Il dit, on lui pose la question, puisqu'il est membre de l'Union sacrée du gouvernement, on dit, mais qu'est-ce qui ne va pas comment ça se fait que ça patauge un peu toujours et vous, vous êtes de l'Est? Il dit, bon, on est en train de produire les efforts, mais il dit quelque chose d'important. Il dit, normalement, lorsque Kabila a quitté le pouvoir, le pays devait déjà de facto, avec son départ, être amputé. Vous voyez? Et je peux dire par la force de Dieu ou par la grâce de Dieu, ça ne s'est pas été fait comme ça. Kabila a quitté le pouvoir, mais le pays était encore Unis. complet. Et qu'est-ce qui s'est passé un peu après? C'est que tu hérites un pays qui est complet, mais on sent qu'il y a une force, une volonté manifeste de pouvoir amputer une certaine partie du territoire ou utiliser ça comme moyen pour jauger politiquement. Vous voyez? Donc, la réponse, elle est là. Ça ne vient pas même pas de Dominique, c'est un membre du gouvernement qui Non, non, l'a dit et attends, quelqu'un attends, qui est attends. ressortissant de là. Attends, Donc, c'est quelle à est la fois extrêmement l'interprétation? révélateur. Donnez-nous l'interprétation de ce lapsus qu'on m'avait Moïse, appelé. Il vous dit Moïse, que, oui, quand Kabila quittait, le pays seriait déjà amputé d'une partie non, de ses terres. Un instant, un instant. Alors tout à maintenant, fait, il oui. vous dit que, mais, heureusement qu'il est parti. Est-ce que il voulait dire, selon votre analyse personnelle, il voulait dire que Kabila était un maillon important pour la situation du pays et qu'il n'a pas su répondre à sa mission? Mon avis personnel, moi, je dis non. Moi, je dis tout simplement que le président Kabila a accepté de faire une passation de pouvoir pacifique. En contrepartie, euh, on voulait s'assurer qu'il allait transmettre un cadeau pourri à Tshisekedi. C'est comme ça que moi je l'ai compris, pour voir, et que vous voyez la capacité de nuisance en fait, de nos deux voisins belliqueux. Vous voyez? Mais, en tout cas, ça devient un peu intéressant. Kabila quitte le pouvoir, il a tout fait pour que cette guerre-là cesse et il a réussi, à bon gré mal gré,
à dissoudre le M23 qui s'était éparpillé entre les deux pays, l'Ouganda et le Rwanda. Tout à fait. De 2013 à 2018, il y a eu la calmie. Et Oui. subitement, en 2000-2001, il y a ces gens qui reprennent les armes. Est-ce que 2010. c'est Kabila qui était la manette ou bien je ne comprends pas. Je veux un peu que les autres comprennent un peu, vous en tant qu'analyste politique et en tant que politicologue et avisé de la situation en République du Congo. Est-ce que Kabila est vraiment part and passer, comme on dit en anglais? Est-ce qu'il fait partie vraiment intégrante de cette déstabilisation? Donc, en me concernant moi, je dis non. OK. Parce que je pense tout simplement que les consolidations, vous venez de parler des efforts de consolidation qu'il avait fait pour démanteler ce mouvement et laisser un Congo uni et fort. Tantôt j'ai dit complet, mais le mot que je cherchais réellement, c'est un Congo uni, euh, ont été démontrés. Et il laisse à, à Tshisekedi un pays uni. Alors, moi, je pense tout simplement que ce qui ne devait pas être le cas, je répète, parce que, tenant les propos de Moïse Zangui, il dit que le pays devait déjà être amputé lors de cette passation de pouvoir. Donc, Tshisekedi devait hériter d'un pays amputé. Un morceau. Tshisekedi a cette grâce, je peux dire, d'hériter d'un pays uni, mais automatiquement, peu après, vous voyez une montée en puissance avec des revendications aujourd'hui qui amputent le pays. À qui vous attribuez cette situation-là? Moi, eh bien, directement, Kigali et Kampala. Donc, Félix Tshisekedi a raison de pointer du doigt Paul Kagame. Absolument, mais c'est un secret de polichinelle. Le président Kagame ne s'en cache pas. Il a une politique qui a des visées expansionnistes. C'est Exactement. tout. Donc, ça, ce sont les histoires reconnues. Bon, maintenant, revenons d'abord à ces mouvements vers l'extérieur du pays de certains opposants, entre autres Katumbi, qui a été reproché pour la construction illégale d'un aérodrome. Kabila, qui est sorti pour soi-disant, il est allé pour les études. Je pense il a déjà présenté son doctorat, paraît-il. Il y a d'autres personnes qui sont allées à l'extérieur. Est-ce que c'est pour ternir l'image d'un démocrate, Félix Tshisekedi, ou bien c'est aussi un plan pour juste chercher à déstabiliser l'élan de la démocratie et du développement initié par Félix Tshisekedi en RDC? Non, moi je pense qu'il y a il y a un malaise au sein de notre pays à l'interne. Vous voyez plusieurs arrestations arbitraires. Il y a une volonté manifeste de pouvoir museler, de pouvoir rétrécir l'espace politique. Et, et il y a des gens, euh, certains partisans du président de la République, qui, qui cherchent des poux ailleurs au lieu de... Moi, écoutez, Joseph Kabila, moi, je ne suis pas son avocat, vous comprenez? Mais on voit comment il lègue le pays à Félix Tshisekedi. Joseph Kabila serait dit. Il avait souhaité qu'ils puissent gouverner ensemble, puisque le PPRD et l'UDPS sont des mouvements de gauche. C'est ça même le FCC cache. Euh, Suite à beaucoup de pression dont de certains acteurs qui ont des malentendus avec lui depuis son régime, il ne voulait pas. Il voulait absolument que Tshisekedi se sépare et brise cet accord du FCC cache, chose qui a été faite. Kabila a pris ses distances. Tshisekedi avait la gouverne. Maintenant, tous ces gens qui ont souhaité qu'il y ait une rupture entre Kabila et Tshisekedi se sont rapprochés de Tshisekedi et aujourd'hui, ce sont la plupart de ceux qui se sont rapprochés de lui
pour dire qu'ils allaient travailler ensemble, qui sont à l'exil, et certains dont vous avez cité un ici qui est même prêt à aller prendre les armes. Donc il faudrait savoir exactement où est leur malentendu, ou qu'est-ce qu'ils cherchent exactement. Est-ce que vous me suivez? Allez-y. Bon. Moi, je pense sincèrement que le problème qui se passe là, il y a beaucoup de centres d'intérêt autour du président et que finalement, il y a une cacophonie. On ne sait pas définir quelle est la feuille de route ou adopter une feuille de route qui serait celle qu'il faudrait poursuivre. Ok, C'est ça. non, écoutez, puisque une bonne politique, et surtout dans l'opposition, c'est pour contraindre le gouvernement à travailler. Mais au Congo, nous avons vu que ce n'est plus le gouvernement qu'on attaque, c'est l'homme de Tshisekedi qu'on attaque. Et c'est même très, très ahurissant et surtout aigre quand vous devez attaquer l'individu de Tshisekedi au lieu de l'attaquer comme président de la République. Puisque quand vous l'attaquez comme président de la République, on s'en moque, il est là-bas comme président. Vous pouvez attaquer ses actions en tant que président. Mais quand vous allez attaquer la personne individuellement, et vous voulez qu'on vous laisse le chemin libre, comment? Vous avez suivi ici aux Non, États-Unis, vous avez suivi un instant, vous avez tout à suivi, fait, oui. vous avez suivi ici aux États-Unis, il y a un journaliste de ABC, qui a attaqué sur son plateau Trump. Trump l'a traduit en justice et leur corporation, donc la télévision, a payé des dommages et intérêts à Trump de 18 millions de dollars. Alors maintenant, au Congo, les gens peuvent passer à longueur de journée sur des télévisions, sur des YouTube, insulter personnellement Félix Tshisekedi. Mais ça, ce n'est plus de la politique. Ça devient un jeu. Chez nous, il y a, et cette culture, malheureusement, ne date pas seulement du président de la République. On comprend on confond la liberté d'expression avec le libertinage. C'est ça. Voilà, c'est l'amalgame. Est-ce qu'il faut se plaindre si on les arrêtait? Si on les mettait à la main de justice? Est-ce que c'est Félix ou bien ce sont ces gens-là qui sont allés au-delà de leurs limites? Là, vous parlez précisément de qui? Parce que... des jeunes gens que vous suivez chaque jour sur les YouTube insulter Félix individuellement et même à Maman Marthe jusqu'à l'extrême. Non, moi, écoutez, il y a des... je dis bien qu'il y a une confusion entre la liberté d'expression et le libertinage. Notre population est aussi à grande majorité analphabète. L'éducation, la possibilité d'argumenter une opinion contraire et de tenir des propos cohérents sont très limités. Les gens se résument à l'insulte, à la diffamation de caractère pour expresser et exprimer leur colère. Ça va un peu le fait que la population est analphabète. Si vous commencez à arrêter toutes les personnes... Mais la plupart, ce sont des journalistes et des universitaires qui font ça. Hein. Ce ne sont pas analphabètes. Un journaliste, quand on dit un journaliste, c'est un professionnel. Absolument. Un journaliste devrait connaître les éthiques professionnelles. On ne va pas sur un plateau, on commence à insulter les personnes. Ça, il y a des mesures qui doivent être mises en place et des mesures punitives. Ça va de cela. Ça va de soi. C'est partout. Vous avez utilisé l'exemple du nouveau président, Donald Trump. Maintenant, si les journalistes font ça à longueur de journée, bon, je crois qu'il y a je supporte certainement que certaines actions soient prises vis-à-vis de ces journalistes, même des corporations pour lesquelles ils travaillent, parce que nous devons quand même évoluer, arriver à un niveau où on peut avoir un débat contradictoire sans amputer à la personnalité des personnes respectives. Vous comprenez? Moi, vous me connaissez depuis longtemps, les avis contraires, j'en ai toujours. Mais il n'y a personne à ce jour qui peut montrer une seule vidéo ou un écrit de ma personne où je m'attaque, où je profane des injures à qui que ce soit, même si je ne suis pas d'accord avec. Mais donc, je peux me considérer comme un exemple et montrer aux gens qu'on sait savoir discuter
être en désaccord par rapport à une certaine manière, la gestion certainement de notre pays parce qu'il nous appartient tous, mais nous n'avons pas besoin de descendre au bas de la ceinture. Il n'y a pas de place pour ça. Exactement. Alors là, nous passons directement, parce que nous avons parlé de la prestation des serments de Félix Tshisekedi de la guerre dans l'Est, qui est vraiment une épine sous les pieds de développement de la RDC et de la paix même. Et maintenant, nous parlons de la formation du gouvernement avec à la tête une dame. Pour la toute première fois de l'histoire du pays, nous avons Maman Judith Suminwa, qui est la première ministre et chef du gouvernement. Et c'est une chose vraiment dans le genre, ce qui fait un point de plus à Félix Tshisekedi. Maintenant, parlons un peu de ses actions à ce stade. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour que ce pays se relève, puisqu'on dit que c'est lui qui dirige, ou seul qui dirige le pays au jour le jour, c'est le premier ou la première ministre. À ce stade, quelle est votre analyse de ces actions? Je voudrais être très clair, surtout pour nos auditeurs. Je vous vois déjà sourire. Ne me traitez pas de messagéniste, ok, mes chères dames. Je suis père de 4 filles et ma mère est une femme Tout intellectuelle. naturellement. Non, non, donc je dis bien que l'émancipation de la femme, et même mon épouse est une femme éduquée, Oh, donc pas du tout. l'émancipation de la femme est quelque chose que nous encourageons. Donc, Absolument. pour ce point déjà, le fait d'avoir marqué l'histoire en ayant une première ministre dame, euh, c'est bravo. Moi, je salue encore. Maintenant, la question qui se pose face aux enjeux, indépendamment du genre, bien évidemment, des difficultés, des enjeux qui sont réels aux problèmes de notre société. Est-ce que Madame Siminois, est-elle capable de répondre si pas tout, mais au moins la grande majorité des problèmes quotidiens? Jusque-là, moi, je suis désolé de voir, je ne vois rien. Je ne vois rien qui Est-ce que me vous laisse... sentez qu'elle existe d'abord, du point de Pardon? vue... Est-ce que vous la sentez vraiment sur la scène politique actuellement là? Non, je ne la sens pas. Elle est muette. Elle ne bouge aucune ligne. Et c'est bien dommage parce que nous avons... euh, c'est quelque chose que je reproche au président de la République. Euh, je souhaite qu'il soit beaucoup plus rigoureux dans son choix et qu'il ne cède pas seulement à marquer l'histoire pour la première fois. C'est très bien. On a eu une dame, euh, une femme comme Premier ministre. Mais est-ce que, au-delà de cette réalité, de ce constat, est-ce qu'il lui pensait vraiment qu'elle pouvait faire quelque chose? Parce que déjà, quand on regardait son CV, on ne sentait pas que ça pouvait être la personne qui pouvait certainement... euh, encore une fois, je ne veux pas m'attaquer à la personne, mais je dis, on ne sentait pas que c'est une personnalité de poigne. Parce que vous sentez, au Congo, il y a tellement de désordre. Que les gens ne confondent pas. Lorsqu'on parle d'une personnalité de poigne, cela ne veut pas dire qu'il faut quelqu'un qui vienne là en train de se promener avec un fouet. Madame Séminois, en fait, voilà mon problème. Moi, je pense que la RDC, nous sommes beaucoup plus dans... On marque les points face à l'histoire, mais on ne prend pas souvent mesure de notre réalité. On veut vraiment s'adapter rapidement aux choses du monde. Le monde il évolue très vite et il change, mais on a un problème sérieux, c'est que notre pays véritablement bat de l'aile. Alors, Madame Simona, qu'est-ce que j'ai dit? Depuis qu'elle est arrivée, moi, je ne sens pas les lignes bouger. Je ne sens aucune ligne bouger. Je Est-ce que ne la sens pas. vous la sentez sur la scène politique? Je ne la sens pas sur la scène politique. Je n'ai vu aucune ligne bouger. Euh, je, je, j'ai comme l'impression que elle est satisfaite ayant marqué le but simplement de la première ministre dame. C'est tout.
Mais on vous dit qu'il a de l'expérience, ayant travaillé avec l'ONU PNUD, il a fait des avancées au niveau de l'Europe, donc c'est-à-dire quelqu'un qui a de l'expertise et de l'expérience. Je ne doute pas de son expertise ni de son expérience. Mais est-ce la bonne personne pour pouvoir répondre aux challenges que fait la RDC en ce moment-ci? Il y a beaucoup de gens qui ont un bagage intellectuel. Impressionnant même. Mais sont-ils les personnes idéales ou adéquates pour pouvoir mener la barque de certaines missions? Non. Vous comprenez? Donc, en ce moment-ci, moi, je ne vois pas. J'aurais voulu, selon la RDC, euh, c'est mon opinion, a besoin aujourd'hui, euh, la RDC a besoin de sentir qu'on a des hommes, et je dis bien hommes Parlons de et la femmes. dame. Est-ce qu'elle est vraiment à Euh, la hauteur? oui, Ou bien oui, on peut encore je- avoir de l'espoir si peut-être le début a été un peu ralenti. Est-ce qu'on peut avoir de l'espoir sur les signaux qu'elle a déjà avancés, puisqu'elle nous a dit il n'y a pas longtemps qu'elle est en train de travailler pour stabiliser la monnaie et aussi et surtout pour cette fin d'année, que le prix soit stable, que les gens puissent fêter dans la quiétude, ce qui semble ne pas être le cas. Monsieur Donkaembe, je vous pose une question. Elle est en fonction, ça fait combien de temps? C'est moi qui pose des questions, monsieur Non, Dominique. non, aidez-moi à réfléchir. Aidez-moi à réfléchir. Plus ou moins plus de 6 mois, n'est-ce pas? Exact. Maintenant, est-ce que si l'une de ses priorités était de stabiliser la monnaie, le franc congolais, il lui a fallu plus de 6 mois pour le faire? Non. Le problème, par exemple, si on parle de la stabilisation de la RDC, c'est tout simplement de pouvoir avoir une politique monétaire qui est responsable. Et ça se fait ressentir en collaboration, bien sûr, avec la Banque centrale et l'hôtel de monnaie, tout ce que vous voulez. Ça s'articule. Si elle avait mis ça en œuvre dès le premier jour, aujourd'hui, on le sentirait. On n'a pas besoin qu'elle nous donne de promesses davantage. La population a besoin de se sentir soulagée parce qu'elle est asphyxiée pour le moment. Et ce n'est pas à la fin de l'année qu'on vient dire qu'on veut baisser les prix pour que les gens puissent avoir la capacité d'avoir un repas convenable. Non, là, on est où là, s'il vous plaît? Vous êtes responsable d'un grand pays qui a des vocations internationales. Il y a des choses, c'est là que je vous dis qu'on devait la sentir dès le premier jour. Moi, je constate qu'elle est dans la complaisance et qu'elle est très à l'aise dans son statut de premier ministre de la RDC. Et pour elle, c'est tout. Elle finira pénalement son mandat en vous disant que bon, elle a essayé de faire ce qu'elle a pu faire et puis voilà les résultats. Voilà. Et Alors, allons étape par étape. Donc, pour elle, on ne la sent pas sur la scène politique. On ne sent pas vraiment qu'elle est en train de faire bouger les lignes. Les montagnes sont fixes. Tout est à l'arrêt. Mais elle se sent très bien à l'aise dans son fauteuil. dans sa peau de première. D'accord. Ça, c'est mon constat. Alors maintenant, dans son gouvernement, un mot sur Jean-Pierre Bemba. Comme ministre de la Défense et comme ministre de Transport et Voies de Communication. Mais à ce que je sache, moi, je ne vois pas des routes. Lui, il est ministre des Transports. Jean-Pierre, même les embouteillages, c'est plus Il vous a conditionné montré qu'avant. des photos que ce n'est pas une émanation de la RDC. Il vous a montré des photos à travers le monde. Monsieur Bemba est quelqu'un qui a déjà vu le monde. Ce n'est pas un novice dans la politique. Il sait très bien que les résultats parlent plus que les actions et il n'y a aucun résultat. Il sait qu'il était amené pour trouver des solutions, mais lui vous dit que ce n'est pas un problème du Congo. Allons au niveau de la justice. Constant Moutamba. Oh, vous savez, permettez-moi, c'est
que je regrette parfois avec les choix du président de la République, c'est que je ne sais pas si Lamadou, certains de ses collègues de l'Union sacrée, en choisissant certains personnages politiques, dits politiques, parce que je ne pense pas qu'il n'y a aucun ministre là que j'ai déjà vu qui est vraiment sérieux. Je n'en vois pas. Alors, Constant Moutamba, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus occupé dans le tapage et il veut se faire un nom, certainement parce qu'il utilise le ministère de la Justice comme tremplin pour embellir son résumé et se représenter aux prochaines séances électorales. Voilà tout ce que je vois en lui. Il n'y a rien, mais absolument rien de concret. Moi, je m'excuse, je dis les choses comme je les vois. Certainement, nos auditeurs vont sentir, mais il est satisfait avec quoi finalement, puisqu'il tape sur tout le monde. Mais je dis les choses telles qu'elles sont, puisque rien ne marche. Je ne veux pas aller dans le sens de caresser les poils des gens. Ouais, le problème de la RDC est un problème sérieux. Alors, nous avons Germain Chabani qui a été loué comme secrétaire national au secrétaire général de l'UDPS à un moment donné. Aujourd'hui, le patron de la sécurité en République démocratique du Congo. Est-ce que Germain Chabani a une notion même de la sécurité? Laquelle? Parce que je sache, il est juriste. Il l'est. Il n'a aucune notion sécuritaire. C'est un juriste. Et qu'est-ce qu'il va faire de concret là? Quoi? Je ne comprends pas le choix de Félix Tshisekedi en le mettant là. Je ne comprends pas. Non, mais Félix, président Félix, on parle de la sécurité de votre pays. Est-ce que vous ne pouvez pas trouver véritablement des profils adéquats? Est-ce que ces gens, lorsqu'ils sont pressentis pour cette fonction, est-ce qu'ils peuvent, j'imagine qu'ils ont quand même une session une séance de travail avec le Premier ministre et même le Président de la République, est-ce qu'ils étalent une vision, commençons une vision sécuritaire, commençons même avec la ville de Kinshasa, qui est un pays déjà. L'image de la police nationale, avec des militaires qui ont des bottes ouvertes et des uniformes adéquats. C'est ça. Un ministre de l'Intérieur peut se lever le matin à dire qu'il va au travail pendant que sa police ressemble à ce que ça ressemble là. Est-ce qu'un ministre de l'Intérieur va à Genève au comité des droits de l'homme pour parler de la problématique des respects des droits humains? En quoi ça le regarde? Il est là pour assurer la sécurité, le bien-être des Congolais. Qu'est-ce qu'il a à faire? Vous voyez? Donc, on est... c'est un véritable gâchis. Hein. Ok, alors, nous évoluons. Cette fois-là, nous allons parler de notre ministère. C'est le ministère de l'Environnement, où nous avons vu Mama F. Bazaïba, qui est ministre de l'Environnement, mais elle se plaint sur les réseaux sociaux qu'on ne la donne pas les moyens adéquats pour affronter. Comme si l'environnement s'arrêtait seulement à la forêt, puisque nous savons que mondialement, on parle de la forêt pour juguler les choix de température. Et pourtant, Kinshasa est vraiment dans la gâchis, dans les désordres, dans la saleté. Elle ne voit pas cet environnement, elle ne voit que la forêt. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons des personnages ou des responsables politiques qui sont préoccupés par ce qui se passe dans le monde et ils veulent être à la page avec l'évolution mondiale. Aujourd'hui, vous regardez le débat de manière générale dans le monde, ce sont les économies vertes. Comment les économies doivent s'adapter au modèle
plus environnementale. Vous comprenez? Et c'est là où elle est focalisée. Mais tandis que vous parlez de l'environnement, est hygiène du pays. L'environnement est hygiène, mais où se trouvent même les institutions? Regardez à quoi ressemble cette ville. Elle est de l'environnement. Est-ce que Madame Bazaïba, quand elle sort de chez elle le matin, et qu'elle respire l'air là, de Kinshasa, est-ce qu'elle ne sent pas vraiment qu'il y a un véritable problème? Ce n'est pas par là qu'elle devrait chercher des politiques d'abord, pour chercher d'abord à pouvoir chercher des vases, des canaux, pour trouver... Assainir l'environnement. L'assainissement, exactement, l'assainissement de cette ville où les gens sont entassés les uns sur les autres, comme, je ne sais pas moi, des sardines. Et vous vous étonnez qu'on a des maladies récurrentes et que la malaria, le choléra sont en train de ravager la population à Kinshasa. C'est comme si on a abdiqué, on a accepté que vivre dans l'insalubrité, c'est la norme. Ça, c'est pas l'environnement pour elle. Hein? L'environnement, c'est la forêt qu'on est en train de décapiter les arbres. Bon, mais moi, je souhaiterais que Mme Bazaïba vienne nous expliquer exactement quelles sont ses priorités aussi. Parlons maintenant de ce monstre qui s'est invité dans le débat politique. Ce monstre, il s'agit de changement ou de la modification de la Constitution de la République démocratique du Congo. Êtes-vous pour ou contre pour ce changement? Changement ou modification? 1. Êtes-vous d'accord ou pas? Je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire? Je ne suis pas d'accord pour ni... C'est-à-dire, notre Constitution prévoit qu'elle peut être révisée. Vous comprenez? Ça y est dans les textes. Réviser, c'est la modification. Donc, réviser et changement sont deux choses différentes. Tout à fait. Donc, alors laquelle optez-vous? Êtes-vous pour la modification ou vous êtes pour... Non, c'est-à-dire, s'il y a... Non, je suis contre le changement de la Constitution. Mais vous êtes pour la modification? Je ne peux pas... permettez-moi, je suis... C'est une question piège. Je suis contre le changement de la Constitution. Donc, vous êtes pour la modification? Non. C'est là que je dis question piège. Je me répète donc, je suis contre le changement de la Constitution et je ne suis pas non plus partant pour une révision. Mais étant donné que la Constitution elle-même dispose des préjuratives qui stipulent qu'elle peut être révisée, pas changée, révisée, donc, en tant que citoyen de la République, je dois respecter. Mais je suis contre le changement et modification parce que je ne trouve pas que c'est là, ça y est inopportun en fait, et ça ne va qu'exacerber certains problèmes dont nous n'en avons pas besoin à ce stade. Voilà. Cela ne dépend pas de la volonté ou bien de vouloir de quelqu'un, dire non, moi je ne veux pas. Non. C'est un problème du pays. Est-ce que vous ne sentez pas, avec tout ce qu'on a argumenté à ce jour, à tous les niveaux, dans le cadre de politiciens comme des juristes, des constitutionnalistes, tout le monde est d'accord que cette constitution est un problème. Donc il faudrait la revoir un peu. Non, il n'y a pas de texte parfait. Moi, j'ai publié un article juste quand ça commence à publier. J'ai dit, y a-t-il des articles qui méritent d'être révisés dans cette constitution? Je suis tout à fait d'accord. Voilà, c'est ce que moi je voulais que tu dises. Le problème en soi se pose sur le timing. Parce que moi je suis un politique, non seulement de la science, mais de la politique active. Et je sais comment nous, politiciens, nous raisonnons. Et un politique ne poursuit que ses intérêts personnels. Et le danger se pose que
Lorsque les intérêts personnels d'un politique commencent à friter avec les intérêts de la République, ça peut poser problème. C'est pour ça que moi, je me définis toujours d'être d'abord un homme d'État, d'abord, ensuite un politique. C'est-à-dire, nous devons regarder l'intérêt de la République. Est-ce que, à ce stade, une révision constitutionnelle ou un changement constitutionnel profite en quoi à notre République, qui est déjà malade à ce stade? Donc, moi, je vois qu'elle ne va qu'exacerber les problèmes de fond qui existent. Ce que nous devons faire, c'est régler d'abord les problèmes fondamentaux qui secouent la République, et puis de là, nous pouvons aller voir les problèmes que moi je considère secondaires, dont révision de certains articles, ainsi de suite. Maintenant, cela dit, moi je ne suis pas contre certains qui souhaitent peut-être réfléchir. On ne peut pas refuser aux gens de réfléchir. Mais ce dont on ne peut pas interdire, même je dirais, à certains de réfléchir, ce dont je ne suis pas d'accord, c'est lorsque, clairement, nous sentons une certaine volonté de pouvoir utiliser les faiblesses en ce cas, en l'occurrence, la Constitution, pour peut-être une confiscation du pouvoir, pour une pérennisation du pouvoir. Là, vous prêtez des intentions. Personne ne l'a dit. Je donne mon interprétation. Ça, c'est mon interprétation à moi, qui font que je reste sur ma position. Je donne donc mon interprétation en disant donc que je ne vois pas l'opportunité à ce stade qu'on emprunte ce chemin qui peut s'avérer extrêmement dangereux pour les acquis de notre République, peu soit-il. Voilà. Je répète, vous prêtez des intentions de la pérennisation au pouvoir de certains individus, et pourtant, les personnes, peut-être, ils sont de bonnes intentions, parce que parmi les multiples problèmes que nous avons du pays, la Constitution pose problème aussi. Alors, vous voulez résoudre d'autres problèmes et laisser les problèmes créés par la Constitution, par exemple. Dites-moi qu'est-ce que... ok, dites-moi quel est ce problème. Le problème, c'est la formation du gouvernement, par exemple, pour quand le président est voté, pour avoir un gouvernement, au premier mandat de Félix, ça nous a pris 7 à 9 mois, et récemment, ça nous a pris 4 à 5 mois. Donc, c'est ça le problème. Non, là n'est pas un problème. Ça, c'est un problème politique. C'est pas un problème de constitution. C'est la Constitution qui le dit. Non, permettez-moi. Si vous avez été élu avec une majorité à 73%, donc cela implique que vous avez une majorité absolue. De facto. Non, attention. Je vais vous aider. On a voté le président à 74% à peu près. On n'a pas voté son parti politique en majorité, donc aucun parti politique n'est majoritaire à l'hémicycle. Raison pour laquelle il faut passer par l'informateur avant d'avoir le formateur. La coalition dénommée l'Union sacrée est majoritaire. Qui n'est pas constitutionnelle. Jusque-là, lui-même l'a dit récemment. C'est une vision, ce n'est pas une plateforme comme telle, c'est une vision du chef de l'État pour répondre à l'exigence, à la souffrance de la population. Il l'a dit récemment. Donc, ce n'est pas une histoire enregistrée officiellement. Regardez, moi, je refute cet argumentaire et je donne deux exemples. Kabila avait l'AMP comme l'Union sacrée aujourd'hui. Kabila arrivait à être élu, l'AMP avait la majorité, et dans une semaine ou deux, il sortait un informateur et de facto un premier ministre. Le record étant Matata Mpogno, qui a été nommé premier ministre sur 4 semaines. Le problème de mais permettez-moi d'avancer mon argumentaire. Le problème qui se passe, c'est lorsque les politiques sont en train de jouer au jeu de chess.
Lorsque... mais c'est ça le problème. Le Congolais, c'est ça le problème. Le Congolais est extrêmement gourmand, qu'ils ils ont la majorité, chacun veut la deuxième ou la plus grosse partie du gâteau. Alors, on se tiraille, on joue le jeu de chess, en attendant, on fait des caprices, on soumet ça, on n'est pas d'accord avec ça, et le temps passe. Les 9 mois accumulés du retard pour que le gouvernement sorte relèvent de l'irresponsabilité des chefs des politiques. La Constitution fait partie de ces problèmes, M. Dominique Abongo. J'ai bien donné l'exemple que à l'époque de Kabila, ça s'est réglé sur un mois. Parlons de l'article 10 qui interdit un Congolais, né Congolais, les parents congolais, puisqu'il est en Europe, en Australie, aux États-Unis, au Canada, il a changé la constitution, il a changé la nationalité pour des raisons qui lui sont propres. On le refuse d'être Congolais. Ça, c'est un problème. J'ai bien dit qu'il y a ce texte n'est pas un texte parfait. Il y a des choses. Cet article-là devrait rester tel qu'il est, puisqu'un peu plus bas, on dit que le Congo est constitué des ethnies. Si moi je suis Mungala, je suis Kaminungu, je suis Musanga, et que j'ai changé la nationalité, cela ne retire pas ma tribu. Je reste lié à la tribu et par conséquent, je reste congolais. Mais pourquoi cette constitution me le refuse? Non, la constitution, il y a un problème dans l'articulation de cet article-là. Réviser quelque chose de ce genre pour que le texte soit extrêmement clair, ce sont des choses qui sont louables. Et je serai le premier à pouvoir apporter ma contribution. Mais vous refusez la modification et vous refusez le changement, M. Dominique Abongo. Vous refusez le tout. Et pourtant, c'est impérieux. Je ne souhaite pas une chose et son contraire. J'ai donné mon point de vue en disant que tous ces problèmes sont des problèmes réels, mais ce sont des problèmes secondaires. Parce que, comme vous l'avez dit, vous et moi sommes Congolais. Ce n'est pas un texte qui va m'enlever ma congolité ou la vôtre. Parce que dans cette constitution-là, est bien dit dans l'article, est Congolais celui qui fait partie des tribus qui avaient déjà été établies à l'époque de la colonisation. Donc c'est un débat qui est clos. Alors si là, il y a quelque chose qui est contradictoire, la nationalité congolaise ou le Congolais, comme vous et moi, qui a ce sang qui coule en nous, ce n'est pas un texte qui va venir, peu importe son ambiguïté, qui va venir définir si nous sommes Congolais ou pas. Si tel est le cas, moi je souhaite que la diaspora ferme sa contribution financière à ce pays-là. Mais ces mêmes Congolais, on leur demande, pour demander le visa, on demande qu'il y ait une prise en charge. Vous voulez rentrer chez vous, on vous demande une prise en charge de votre famille. C'est quoi ça? C'est justement là que vous voyez, permettez-moi le terme qui est un peu fort. Donc, c'est même là la véritable contradiction dans la manière de faire des Congolais. Vous avez l'impression que ceux qui sont aux affaires aiment la diaspora quand elle leur est utile. Quelqu'un qui bosse fort, qui rapatrie ses fonds pour aider sa famille et tout ça, qui profite à la société, et quand il veut rentrer, vous lui demandez des visas, des prises en charge. C'est ça la Constitution, mon cher ami. Nous voulons que la Constitution change et soit claire à ce niveau. Bon, ok. Est-ce que si nous sommes là, est-ce qu'on pourrait nous énumérer par ceux qui souhaitent que cette Constitution soit revisée, les articles qui voudraient qu'on touche, qui nous les présentent? Mais c'est pourquoi on vous appelle d'aller dans un centre de réflexion, aller voir ce qui est révisable, ce qui n'est pas, s'il faut changer ou pas. J'ai bien dit que moi, je ne trouvais pas l'opportunité. Mais étant un homme politique, un homme d'État et un homme de science, si je reçois l'invitation pour aller réfléchir
par rapport à ce qui est révisable et pas, dont je vous prends à témoin, je répondrai favori à cette invitation. Mais comment on va inviter quelqu'un à la réflexion quand il est négativiste de l'idée même? Ce n'est pas... Non. Ça, je vous prie quand même de ne pas utiliser un mot si fort. Je ne suis pas négatif. J'ai dit... Non, mais c'est important ce que vous dites parce que les Congolais ont souvent une compréhension erronée. Moi, je suis un homme politique, un homme d'État. C'est-à-dire, en ce qui concerne mon pays, je dois répondre. Maintenant, si on me demande mon avis personnel, je reste sur moi. Je dis, je ne vois pas l'utilité qu'on puisse ouvrir ce dossier-là à ce stade. Ainsi dit, si la majorité ou on peut dire la majorité ou se dégage ce qui est bon, il y a lieu quand même si vous n'êtes pas d'accord, qu'on puisse s'asseoir et réfléchir objectivement, je suis partant. Il n'y a rien de négativiste ou de contradictoire là-dedans. Et je ferai mon travail convenablement pour le bien-être de mon pays. Tout à fait. Mais ce que je refuse, c'est qu'on m'amène dans des circuits cousus de fil blanc qui ont des fins politiques. Là, moi, je ne suis pas partant. Parce que je suis témoin de l'histoire que notre pays a suffisamment souffert. Et qu'on doit donner la chance à notre pays de véritablement évoluer. Les hommes, nous sommes acteurs, nous apportons notre contribution. Mais nous passerons. Mais nous devons nous assurer que nous avons un devoir de pouvoir léguer à nos générations futures un pays. Sinon, ça ne servirait à rien d'essayer de défendre l'Est de la République. On devrait alors laisser tout se dépiécer. On ne peut pas chercher à se réfugier derrière des textes pour des fins politiques. Ça, là, moi, c'est là l'homme d'État en moi qui se lève, qui dit non. Si on met hors question, c'est clairement établi que là n'est pas la solution, on n'interdit à personne de réfléchir, mettons-nous d'accord, c'est bien fait, nous allons réfléchir. Mais aujourd'hui, avec la Constitution qui chapeaute tout. Mais la Constitution, est-ce que la Constitution d'aujourd'hui vous empêche de payer les gens à temps? Est-ce que la Constitution d'aujourd'hui vous empêche de pouvoir protéger cette République qui est les frontières de la République? Est-ce que la Constitution actuelle, comme je viens de dire, vous empêche de vivre dans cette insalubrité? Est-ce que la Constitution actuelle vous empêche d'avoir une justice équitable qui punit tous ces... les non-paiements, est-ce que les non-assainissements sont dus à cause de la Constitution? Donc, on peut faire et le changement de la Constitution et chercher l'argent pour payer les agents. En même temps. Là, je reviens encore sur mon point. En quoi ces textes-là vous gênent pour pouvoir travailler? En quoi le changement de ces textes gêne les gens puisqu'ils ne sont pas payés? Le changement de ces textes ouvre la porte à ce que les articles, je parle bien du changement, les articles tels que l'article 220, qui est un article verrouillé, tombe caduque et tombe à l'eau. Non, c'est-à-dire l'article 220 verrouille d'autres articles, mais lui-même n'est pas verrouillé. On peut toujours le changer. Lui-même, il n'y a pas de garde-fou pour que lui ne soit pas retouché. Vous voyez, le débat que nous sommes en train d'avoir, ça nous amènera directement dans une cacophonie si nous étions en train de délibérer si on doit changer cette constitution ou pas, et nous risquons d'emporter la responsabilité qui peut entraîner des conséquences dangereuses pour ce pays. Voilà pourquoi moi je vous dis que ce n'est pas le moment. En ce qui me concerne. Est-ce qu'il y a un moment pour faire quelque chose? Non, il n'y a pas un moment décisif pour faire quelque chose, mais le bon sens et la sagesse
compte tenu des expériences du passé, devrait nous servir d'éléments de référence. Ok, alors, Monsieur Dominique Abongo, c'était avec plaisir qu'on s'est rencontrés aujourd'hui, malgré les Le aléas, plaisir malgré les aléas techniques, aujourd'hui, qui ont fait que nous étions au EBA. Mais exact, je crois qu'on doit encore refaire une émission un peu sans tergiverser. Et nous allons encore nous parler très très bientôt. Alors, en attendant, je voudrais vous donner une minute, vous adresser, donner votre point de vue sur un des sujets discutés et on se retrouve après. tout à fait. Donc, je tiens à vous remercier évidemment, pour penser à moi pour clôturer. J'ose croire que je suis celui qui clôture l'année 2024. Comme vous voyez que pour notre République, il y a beaucoup de sujets, on n'a pas pu tout terminer. Mais je souhaite à ceux qui apprécient le travail que nous faisons, et même ceux qui n'apprécient pas, qui ne sont pas d'accord, on respecte votre opinion, mais nous le faisons, c'est pour le bien-être de notre République. On n'a qu'un seul Congo. Pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, je vous souhaite tous les vœux les plus sincères. J'espère que 2025 sera une année meilleure pour notre pays dans l'ensemble, au-delà de nos divergences de point de vue dans la manière de gestion. Nous souffrons tous parce que la République souffre énormément. Je crois que aujourd'hui, nous avons besoin quand même de pouvoir nous surpasser en tant que Congolais et savoir que notre pays reste toujours au centre, malheureusement, des velléités qui ne sont pas toujours nécessairement bonnes pour nous. J'utiliserai le mot qui dit en anglais, soyons our brother's keeper. Je ne sais pas comment je pourrais le dire en français, mais je suis sûr que les gens comprendront ce que je veux dire. À vous donc, je vous remercie. Bonne année à tout le monde. Merci pour votre temps. Et on se retrouvera en 2025. Je suis sûr que pas en 2025, pas en 2025, ça sera un match retour très bientôt. Puisqu'il faut avant la fin de l'année. Non, les gens, vous voyez. D'accord, il n'y a pas de souci. On va certainement coordonner nos horaires pour pouvoir se retrouver très bientôt. Mes salutations à tout le monde. Merci pour merci. Le temps. À la prochaine et à vous tous qui nous suivez depuis le début jusqu'à la fin. Nous vous remercions très sincèrement et espérons nous retrouver encore une fois dans notre prochain numéro. C'est votre serviteur de tout le temps, Don Kayembe, depuis New York City. En attendant, ciao et à la prochaine.